toujours sur un rythme de 30 minutes et vous pouvez sortir, aller dans la salle plus haut. On a toujours un petit battant de 2-3 minutes si vous voulez changer de salle parce que vous avez déjà, avec attention, choisi les conférenciers que vous aviez envie de voir. Donc le premier conférencier de l'après-midi, c'est Haig, qui va, je me prononce peut-être mal, Haig, qui va nous parler, je vais te laisser te présenter. Tu as donc 20 minutes pour nous faire rêver. Il y aura une session de questions après, et je suis le timekeeper et je suis très méchante. Alors, vous voyez déjà la pression que j'ai. Hein, Merci beaucoup. Donc, déjà, j'espère que vous avez bien mangé. C'était très bon. Là, c'est la partie difficile, c'est de rester réveillé après avoir mangé, digéré. Mais par chance, il ne fait pas tellement chaud ici, donc ça devrait y aller. Cet après-midi, je vais vous parler de l'IA. C'est un thème, je crois, qui a été mentionné déjà plusieurs fois ce matin, en matinée. Et ce que j'aimerais faire, c'est vous donner un petit peu un aperçu de où est-ce qu'on voit l'IA se développer. Et j'ai aussi quelques exemples de projets dont je suis impliqué. Et pas seulement des projets, mais aussi de la technologie future qui va permettre à l'IA de faire le pas supérieur à ce qu'on a comme attente, je dirais, et que parfois on est déçu parce que les systèmes ne font pas exactement ce qu'ils devraient, ne sont pas tout à fait justes, etc. Mais il y a des nouvelles architectures qui vont venir et j'aimerais les partager avec vous cet après-midi. Donc on va partir tout de suite avec le premier thème. Et ma première question est, qui a déjà dit ce mot-là? Levez la main. C'est ce que je pensais. Big data. Big data, tout le monde dit, oui, tu sais, c'est à cause de la big data. Oui, mais il y a ce truc-là qui oui, c'est à cause de la big data. La prochaine fois que quelqu'un vous dit c'est la big data, pourquoi vous ne posez pas la question à cette personne, vous dites, et pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que c'est vraiment la big data? Là, je suis vraiment curieux de savoir ce qu'ils vont répondre. Alors, pour aujourd'hui, pour cet après-midi, vous allez oublier ce mot-là, parce que la réalité, ce n'est pas big data, la réalité, c'est ceci. C'est un tsunami de data. C'est comme ça. Il y a beaucoup de données qui sont générées, créées, et la majorité de ces données-là ils viennent depuis les, disons, 3-4 dernières années. Hein. Et je ne peux pas l'arrêter, vous ne pouvez pas l'arrêter, ça va venir. Que vous voulez ou pas, c'est là, maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment l'IA? Parce que beaucoup de gens se posent la question, ils disent, ouais, mais c'est quoi l'IA exactement? Alors l'IA, c'est quoi? C'est être capable d'avoir ce qu'on appelle en anglais du deep learning, donc l'apprentissage de systèmes. C'est un circuit de neurones. C'est un système qui peut apprendre, ce qu'on appelle du machine learning, et finalement, c'est ce qu'on arrive à faire de l'IA, de l'intelligence artificielle. Pour les entreprises, ça veut dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, il y en a quand même des grandes entreprises que vous connaissez tous, comme les Facebook et autres, qui utilisent l'IA déjà de façon assez, je veux dire, intense, et depuis longtemps déjà. Mais les PME, les entreprises moyennes et grosses commencent aujourd'hui à utiliser certaines applications de l'IA. Donc pour l'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au cœur des applications, il y aura des applications qui vont être basées sur de l'intelligence artificielle, que ce soit au niveau des données, que ce soit au niveau... Hein, moi, finalement, je bouge beaucoup. Là, je suis restreint ici. Sous la lumière, oh là là, OK. Et puis, l'autre côté, c'est la confiance que les employés, que les utilisateurs ont sur l'IA. Ça, c'est un gros problème pour les entreprises. Ce n'est pas seulement les clients, mais ce sont les employés même qui n'ont aucune confiance dans le système IA. Souvenez-vous, peut-être que ceux qui sont un peu plus de ma génération, je me souviens que mon grand-père, quand les premières calculatrices étaient sorties, il utilisait la calculatrice, après ça, il faisait tout à main, pour être sûr que la calculatrice se faisait bien. Aujourd'hui, il n'y a personne qui se pose la question est-ce que la calculatrice est capable de faire des soustractions ou des additions. On prend ça comme acquis. Je vais même jusqu'au point que parfois, il y a certains gens qui ont oublié comment faire des calculs mentaux. Et finalement, il faut que ça soit de façon qu'on puisse évoluer. C'est-à-dire que ce n'est pas juste aujourd'hui pour les 6 prochains mois, mais que cette application-là, je puisse la progresser et qu'elle grandisse avec la société. Donc, où est-ce que va cette disons, route vers ce qu'on appelle l'IA générale? Donc, aujourd'hui, on est ici au niveau ce qu'on appelle en anglais Narrow AI. Donc, ce sont des applications que vous utilisez déjà aujourd'hui, du texte à la parole, reconnaissance d'images et autres.
Et tout au l'autre côté, c'est ce qu'on appelle l'IA générale. On a là, plus ou moins 2050 et plus. Bon, je ne suis pas sûr au niveau de l'année, mais ça va être un monde où on aura des systèmes qui seront capables de vivre en parallèle, c'est-à-dire la technologie qu'on utilise aujourd'hui, ce qui est la fondement de la technologie que vous utilisez tous les jours. Il y aura des systèmes qu'on appelle neuromorphiques et des systèmes quantiques. Et chacun de ces systèmes-là auront des applications dédiées et vont très bien vivre ensemble. Par contre, là où on doit se concentrer aujourd'hui, c'est dans le milieu ici, où est-ce qu'on commence justement à intégrer ces technologies, ces architectures. Pourquoi avons-nous besoin de l'IA? Si on regarde au niveau de l'innovation, au niveau de la découverte, on se dit toujours, on veut toujours mieux comprendre. Même quand j'ai toutes les données, c'est une chose d'avoir des données, de faire des processus avec les données, mais il faut comprendre le contexte, en fait. Et c'est ça où il y a un problème. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut arriver à une ligne d'innovation qui est la ligne bleue. Et il y a ici quand même une différence entre la ligne turquoise, ici, qui est linéaire. Et c'est à cause du volume et la complexité des données. Mais par contre, on veut avoir le plus gros nombre de valeurs au niveau du contexte. Alors, comment on fait ça? Alors déjà, il faut penser comment on fait la recherche aujourd'hui. On est très optimiste comme humain. Si je regarde ici de ce côté gauche, pour vous, on est très limité à ce qu'on peut ingester comme information. C'est-à-dire que je ne peux pas lire 4 bouquins par jour. C'est impossible. Et si je dois lire un rapport très complexe, j'ai besoin parfois jusqu'à 1 semaine, 2 semaines pour bien comprendre en fait ce document. Donc, on est limité à ce qu'on peut absorber comme littérature, ce qui nous donne des simulations qui ne sont pas très précises, parce qu'on a très peu de données. Et afin de pouvoir justifier les simulations, il faut faire beaucoup plus d'expériments. À la fin, on aura un produit. Ce qui va se passer dans le futur, et ça c'est ce qu'on appelle cognitive discovery, c'est qu'on aura l'opportunité de pouvoir prendre beaucoup plus de littérature, beaucoup plus d'informations, ce qui nous donne des simulations beaucoup plus précises. Et le résultat, c'est qu'on aura besoin de moins d'expériments pour arriver à un produit. C'est ce qu'on appelle la découverte cognitive. Maintenant, vous vous posez sûrement la question, comment on fait ça? Comment le système lit des documents? Bien, on entraîne le système à comprendre déjà le document. Comment il est? Alors voilà, ici, je prends un document, je lui dis ça, c'est le titre, ça, c'est l'auteur, ça, c'est un résumé, c'est du texte, c'est des références, c'est des graphiques, c'est des photos. Et j'apprends le système manuellement avec 90 à 120 pages. Et après ça, je commence à automatiser le tout. Et aujourd'hui, on arrive à lire des documents, des milliers de documents, en quelques heures, avec un taux de plus de 98% qui sont justes. Ce qui est fascinant, c'est qu'on peut maintenant aussi extraire des tableaux qui sont assez complexes, avec des graphiques, et je peux le sortir de ce document, qui est PDF ou Word, ou peu importe quel genre de document, on peut le faire avec tous les documents, et je peux l'exporter pour faire des calculs séparés avec des tabelles, par exemple avec Excel et autres choses. Donc là, on arrive vraiment à faire l'ingestion de documents très précis. La question qu'il ne faut pas oublier, c'est le côté humain dans tout ça. Un système AI est fort quand il y a un humain à côté. En anglais, en français, je ne peux pas très bien le traduire, mais je vais vous le dire en anglais. Artificial Intelligence, pour moi, le A et le I, ça devrait être Augmented Intelligence. C'est-à-dire que je me donne l'opportunité de dédier certaines tâches qui sont répétitives à un système afin que moi, j'ai plus de temps pour me spécialiser, pour m'éduquer dans d'autres domaines, afin d'augmenter le contexte dont je suis en train d'exploiter. Et ceci se fait uniquement si les deux sont en main. Je vais vous montrer un film. C'est ma collègue qui habite au Japon. Et puis, malheureusement, elle a eu un accident quand elle était petite. Elle est sautée du tremplin. Elle s'est frappée la tête sur le bord de la piscine. Et elle est restée aveugle à cause de ça. Mais bon, elle a toujours dit, je veux quand même gagner des médailles. Je veux être forte. Et j'aimerais un jour utiliser la technologie pour m'aider, pas à voir, mais à bien comprendre mon contexte, de savoir ce qui se passe autour de moi, afin que je puisse mieux comprendre et mieux m'adapter. Donc, avec l'aide d'un téléphone intelligent, une caméra, écouteurs, vous allez voir ici plusieurs technologies IA, au niveau de la reconnaissance, au niveau de la reconnaissance du sentiment, la joie, la peine, etc., dans un contexte. Alors, je vous laisse regarder.
pouvez mettre du son, s'il vous plaît? Nick is approaching. Looks so happy. Oh, hi, Nick. Hey, Chico. Where are you going? You look so happy. Oh, well, my paper just got accepted. Oh, that's great. Congratulations. Thanks. Wait, how'd you know it was me and that I look happy? Hi. Hi. He is not talking to you, but on his phone. Potato chips. Dark chocolate with almonds. You gained 5 pounds since yesterday. Please take apple instead of chocolate. Bon, ça fait toujours un petit peu rire, hein, quand... ça, en fait, c'est une blague interne qu'on a, parce qu'on parle toujours des trucs qu'on porte pour savoir combien de steps qu'on fait, etc. Bon, moi, je l'ai essayé, ça ne m'a pas forcément amené beaucoup de choses, hein. Mais si on retourne dans le temps, en 1981, et je vous pose la question, où est-ce qu'on avait acheté des PC à l'époque? Qu'est-ce que vous allez répondre? Où est-ce que j'allais pour acheter un PC? Magasin. Ouais. Ouais, mais IBM, vous savez où est-ce qu'IBM vendait les premiers PC? Dans le catalogue Sears, sous le département des jouets. Donc, c'était un jouet. Pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas encore pris au sérieux le PC. Le PC est devenu sérieux quand il est rentré dans les entreprises. Donc, ces trucs-là qu'on porte parfois, aujourd'hui, c'est un jouet encore. Mais je vous dis et je vous garantis qu'on peut faire beaucoup plus avec. Déjà, aujourd'hui, on peut faire du high-performance computing, pas de problème. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui est prêt encore à avoir un truc aussi puissant sur le poignet ou quelque part d'autre. Mais un jour, ça ne sera plus un jouet. Et c'est ce qu'on appelle du digital coaching. Il y aura des projets encore plus intéressants. On est en train de développer maintenant un système qui est capable d'avoir un débat avec un humain. Donc, comme un débat politique, la même chose. Le système reçoit le topo comme l'humain, une demi-heure avant, et après ça, il se prépare, et il y a un débat. On a tout ça sur YouTube si vous êtes intéressés. Les systèmes, très importants, ils doivent être non biais. Aujourd'hui, les systèmes sont assez biais. Et ici, moi, c'est facial recognition is accurate if you're a white guy. Ça, c'est quand même assez dramatique. Ça ne devrait pas être le cas. Parce qu'avant, on disait dans l'IT, garbage in, garbage out. Je vous garantis que dans le IA, on dit c'est garbage in, garbage out, c'est la même chose, hein. Donc, racist in, racist out. Hein. Très important. Et donc, on a quand même des piliers. On a développé des piliers au niveau de ce que c'est, au niveau de la confiance avec des systèmes d'IA, que ce soit basé sur être correct, au niveau de la façon qu'on peut expliquer que c'est sécurité, au niveau de la sécurité, et que c'est transparent. Ça, ce sont les piliers de l'IA au niveau du biais et de la sécurité. Bon, je vais sauter quelques slides parce que je me suis déjà fait noter qu'il me reste maintenant 4 minutes. Mais très rapidement, ceux qui ont écouté la présentation de Chelsea ce matin, elle parlait de blockchain. On peut faire beaucoup avec la blockchain. Et si on parle au niveau de la sécurité et aussi au niveau du counterfeiting, dans la contrefaçon, ça, ce sont 2 frères qui ont en fait vendu des produits pour des tests de malaria et du sida en Inde et en Afrique. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vendaient les produits, c'est des tests qu'on fait avec du sang, avec l'urine, ça ressemble à des tests de maternité. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont vendus, ils les ont repris, ils les ont lavés, ils ont changé l'étiquette et ils les ont revendus. C'est un business de plus de 1 milliard de dollars, hein, imaginez-vous. Et les pénalités, les conséquences qu'ils se font prendre sont très, très, très petites. C'est juste, fais pas ça encore. Donc, il y a beaucoup de cartels qui sont aujourd'hui dans le monde de la drogue, ils passent maintenant au niveau médical. Alors, on s'est dit, il faut arrêter ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, avec la blockchain, j'arrive maintenant à voir mon produit. Je peux avoir un QR code, mais j'ai un code secret qui est caché et qu'une fois que le test commence, c'est-à-dire qu'une fois que l'urine ou bien le sang passe sur le test, j'efface le code. Par contre, comme vous savez, si vous faites du banking, des transactions bancaires en ligne, vous avez parfois ce qu'on appelle two-factor security. Derrière, j'ai un autre code qui est caché.
Et ça, je peux le certifier sur la blockchain avec une photo. Je prends une photo et ça passe dans ma blockchain et je vois, en fait, je peux vérifier que c'est vraiment le bon produit et le produit devrait être là. Ces points ici, c'est de l'encre qu'on utilise aussi pour faire la bouffe. Hein, donc, ça coûte ça coûte pas cher du tout à produire. Et j'ai une combinaison de 10 à la puissance de 54 combinaisons ici. Je peux aussi analyser des liquides avec un adaptateur sur mon smartphone. Ici, je peux voir la différence d'huile avec la saturation, la couleur, la distribution de couleurs. Et vous saviez peut-être que plus de 80% des huiles dites vierges d'olive ne sont pas vierges. 60% des alcools qui sont importés en Chine sont de la contrefaçon. Donc, on peut déjà à la source commencer à faire des préventions comme celle-ci. Dans 2 minutes, je vous dis maintenant quelles sont les architectures qui vont venir dans le futur. Je vous ai parlé de neuromorphic systems, les systèmes neuromorphiques, c'est-à-dire qu'on essaie de mimiquer le cerveau en pouvant configurer des neurones, des synapses et des axons. Là, la façon que ça se passe, c'est qu'ici, j'ai des pixels, et chaque pixel, c'est comme on appelle spikes. C'est ce qui se passe dans notre cerveau. Avec ici un circuit neurone, j'arrive à voir 2 outputs neurones qui vont me permettre de voir ce qui se cache derrière. Donc, imaginez-vous que ce sont des données, des milliers, des millions de données. Hein. J'arrive à voir ce qu'il y a derrière comme pattern, en fait. Et à la fin, j'aurai un résultat qui va me sortir, en fait, ce qui se cache derrière. Il y avait un logo, et puis il y a un deuxième logo. L'autre technologie, c'est ce qu'on appelle in-memory computing. Aujourd'hui, les systèmes, quand vous les allumez, votre PC ou peu importe ce que c'est, une fois que vous l'éteignez, il oublie tout, n'est-ce pas? Parce qu'il faut faire ce qu'on appelle un reboot. Hein? Les systèmes du futur auront en fait la capacité de se rappeler de tout ce qu'on fait. C'est ce qu'on appelle du in-memory computing. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est basé sur le fait qu'on enlève ce qu'on appelle le bottleneck dans les systèmes d'ordinateur d'aujourd'hui. Donc, j'intègre tout dans le processeur, ce qui me permet en fait d'avoir toutes les informations sur mon processeur. Et je peux maintenant, juste avec le poids que je vais mettre sur mon crayon, je peux maintenant attribuer à chaque pixel des numéros qui vont me permettre en fait d'apprendre avec mon array de PCMI, de comprendre et de faire le lien que le chiffre que j'ai écrit, c'est un 8. Ça, c'est de l'apprentissage real-time. Et je peux enlever la prise et dans 10 ans revenir, le rebrancher, il va se rappeler de tout ce qu'on a appris. Ça, c'est le futur. Ça, c'est dans 15 ans, 20 ans. Le quantique, c'est plus un mythe, c'est vrai. On a des systèmes quantiques, on travaille avec des systèmes quantiques. Ça, c'est un système quantique. Pour ceux qui n'ont jamais vu un système quantique, il faut le refroidir à moins 273 degrés Celsius, c'est plus froid que l'espace. Et on arrive à créer des atomes qui sont, artificiels. Et avec ça, on peut faire ce qu'on appelle la superposition, entanglement, etc. Donc, pour résumer, à la fin, l'IA devrait apprendre, être capable de représenter ce qu'on a appris, est capable de raisonner et est capable d'interagir. Construire des systèmes d'IA plus fiables n'est pas seulement une question de recherche, c'est un impératif commercial aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est parfait. Peut-être avez-vous quelques questions à poser sur tous ces futurs possibles et ces technologies qui sont bien réelles. Hein. On a un micro volant. Je ne vous ai pas fait peur, j'espère. Alors bonjour, moi j'ai une question, je vais peut-être mettre des gens à dos, mais je pense que tout le monde a déjà entendu cette polémique de l'IA qui va surpasser l'humain dans quelques années. Est-ce que vous pensez qu'avec la technologie qu'on a aujourd'hui et l'apprentissage qu'on aura dans quelques années et l'évolution de la technologie qui va tous les jours de plus en plus loin, est-ce que vous pensez qu'un jour on arrivera à un niveau d'insécurité pour l'humain à cause de l'IA? Alors, est-ce que les systèmes seront capables de surpasser l'humain? Je peux vous dire que c'est déjà le cas aujourd'hui. Je travaille personnellement dans le domaine de l'oncologie et on a des systèmes qui sont capables de faire des diagnostics beaucoup plus précis que des professionnels. C'est déjà le cas aujourd'hui. Bon.
Est-ce que ça va... Le phénomène Odyssey 2001, là, il faut comprendre une chose, c'est qu'une fois qu'on commence à découvrir du contexte qu'on n'arrivait pas à voir avant, ça va demander beaucoup de recherche. C'est-à-dire que ça va créer beaucoup plus d'emplois qu'on pense. On a toujours cette peur que, oui, mais maintenant, c'est les robots, c'est l'intelligence artificielle qui va tout reprendre, et nous, on n'aura plus rien. C'est clair qu'il y a un risque, c'est pour ça que c'est réglementé, c'est pour ça que nous, on est actifs à réglementer, à mettre des éthiques, en fait, derrière, et des règlements au niveau de l'intelligence artificielle. On a fait la même chose pour les high-performance computers. Il y a certains pays qui n'ont même pas le droit d'en avoir. Hein, donc, il y a des réglementations. Et je crois vraiment que ça va, et je le vis moi-même, c'est qu'une fois qu'on dit, voilà, on avait avant, on disait toujours que une molécule a une structure. Elle est en fait, comment dire en français, binded. Hein? C'était une théorie. Aujourd'hui, grâce à ça, on a été capable de prouver, et c'est ce qu'on a publié dans Nature Magazine, que c'est vrai, on a pris une photo. Parce qu'on est capable, avec la nanotechnologie, de vraiment manipuler des atomes, si on veut. Donc, pour répondre à votre question, je crois que ça va ouvrir des nouvelles opportunités, et on devra vraiment s'impliquer, et ce n'est pas le système, c'est nous qui devrons faire cette recherche. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, très bien, merci beaucoup. On a le temps de prendre encore une ou deux questions. Hello. Hello. Je comprends l'inquiétude de la jeune fille. Je fais partie du même groupe que toi. Je vais aller plus loin. Est-ce que quelqu'un a lu 1984 ? Plutôt que de nous remplacer, c'est de nous contrôler, moi, que la machine m'inquiète. Mmh. Et nous contrôler dans le sens où on s'aperçoit de plus en plus que, grâce à nos téléphones, tout le monde peut savoir où on se trouve, ce qu'on achète, qui on appelle, quand est-ce qu'on dort, ce qu'on mange, etc., etc., etc. Moi, je n'ai pas envie d'être quantifiée, listée, et c'est ça, moi, qui m'inquiète dans l'AI. Et d'autant plus aujourd'hui, après ce que je viens d'entendre et de voir. Et je comprends très bien ce souci et cette angoisse. Je dois dire on a vécu des moments très difficiles. Souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, il y avait Facebook qui arrivait sur le marché. Et là, tout d'un coup, tout le monde s'ouvrait ou s'exposait. Il y a eu des cas très difficiles, même des suicides. Je veux dire, c'est des histoires très tristes, hein, parce qu'on s'est vraiment ouvert. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la génération Z, et là je parle de la génération Facebook, c'est la génération millennials qu'on appelle. Et quand je dis ça, souvent les millennials n'aiment pas que je dise ça, mais vous commencez aussi à vieillir, hein, les millennials. Donc, vous n'êtes plus hein. La génération Z, oui, eux sont les tout nouveaux jeunes, entre 13 et 21 ans. Et je dois vous dire qu'on a fait beaucoup de recherches. Et un des secteurs d'activité de recherche qu'on fait, c'est au niveau en anglais on dit ça behavioral science, c'est-à-dire la façon qu'on se comporte avec la technologie. Et il y a eu un changement drastique entre la génération millennial et Z, où ils sont prêts à partager si j'ai quelque chose en retour. Et je ne veux pas tout faire avec un système. J'ai besoin que quelqu'un m'explique pourquoi je devrais acheter ce verre en plastique. Expliquez-moi, vous êtes l'expert, dites-moi, j'ai besoin de savoir. Par contre, laissez-moi quand même l'opportunité d'acheter ce produit en ligne, mais dans votre magasin. C'est-à-dire qu'on voit un changement et un retour aux établissements, à ces petites boutiques, où il y aura des gens spécialisés, passionnés de ce qu'ils font, et il y aura cette interaction. Ils partagent moins que les millennials. Parce que s'ils partagent, ils veulent quelque chose en retour. Donc, maintenant, c'est une question d'attitude, c'est une question aussi de réglementation, c'est une question de plein. On peut en discuter pendant des heures, mais il y a déjà un phénomène, il y a un changement important qui se produit déjà, qui me donne moi confiance.
Je crois qu'on n'aura pas le temps du coup de prendre une autre question. Est-ce que tu restes avec nous aujourd'hui, dans l'après-midi? Je suis encore là pour environ 45 minutes. Je dois rentrer à Zurich. Ok. Donc si vous avez envie de discuter avec Haig, voilà, il reste encore quelques minutes. Merci beaucoup. Merci pour à vous cet à tous. exposé. Bonne continuation. Donc, merci.